Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction l'Afrique, qui est une frontière où les combats font rage aujourd'hui. La frontière sépare deux pays qui, jusqu'à l'an dernier, n'en faisaient qu'un, le Soudan et le Sud-Soudan, un État indépendant depuis juillet 2011. Mais cette indépendance du Sud n'a pas fait abandonner les armes à des rebelles restés au nord qui luttent contre le pouvoir musulman de Khartoum. Un conflit ethnique et religieux qui a conduit des dizaines de milliers de personnes à fuir les combats dans la région du Nil bleu. C'est un reportage de James André, Shadi Shlela et Stéphanie Braqueuet. Direction la première ligne. Il est 6 h du matin. Les rebelles du Front révolutionnaire soudanais nous emmènent dans l'état du Nil bleu, au Soudan. Là-bas, la guerre fait rage depuis septembre entre ces combattants qui contrôlent une partie du sud de la province et les troupes du gouvernement de Khartoum. Nous passons illégalement la frontière. Avant de continuer, il faut camoufler notre véhicule pour ne pas se faire repérer par l'aviation d'Omar el-Béchir. Les pistes ouvertes aux bulldozers par les rebelles serpentent à couvert sous les arbres. Elles servent au ravitaillement et au transport de troupes. Notre escorte s'arrête auprès d'un convoi qui ramène des rebelles des premières lignes pour faire le point. Il y a eu des bombardements ici, à peine 10 minutes à pied. C'était des Antonov qui ont largué plus de 10 bombes. Des civils ont été bombardés aussi avant-hier dans ce secteur. Khartoum utilise ses bombardiers pour terroriser la population. La crise humanitaire s'aggrave un peu chaque jour. En chemin, nous croisons les réfugiés qui fuient la guerre. À mesure que l'on s'approche du front, les villages vides se succèdent. Les stigmates des combats se font plus visibles. Maisons brûlées ou saccagées. Il n'y a plus de civils. Plus de 100 000 d'entre eux se sont réfugiés au Sud-Soudan ou en Éthiopie. Des dizaines de milliers vivent cachés dans la brousse, à l'intérieur de la province. Les villages fantômes servent désormais de camp aux soldats rebelles. Nous arrivons au front. Les hommes sont sur le qui-vive. L'armée soudanaise est à quelques kilomètres à peine. Ces deux véhicules brûlés marquent la première ligne. Ils appartenaient au SAF, l'armée soudanaise. Fin avril, ils sont tombés nez à nez avec les rebelles. Un accrochage à la roquette et à la mitrailleuse. Nous leur avions tendu une embuscade. Nous avons détruit leur voiture et leur armement. C'est une guerre de position, émaillée de combats violents mais sporadiques, sous les bombes de l'aviation soudanaise. La logistique est compliquée par le manque de gasoil et les pistes défoncées. On enterre les morts sur le champ de bataille. Il a été touché ici. Et on l'a enterré là parce que sa famille est loin de Kormouk. On ne peut pas aller là-bas, parce qu'il y a la guerre. La ville de Kormouk, c'est l'enjeu de ce front. Les rebelles la tenaient jusqu'en novembre, puis elle a été reprise par les militaires du général Béchir. Aujourd'hui, ils la cernent avec plus de 900 hommes. Il n'y a nulle part où évacuer les blessés. Awad a 3 balles logées dans la jambe. Son unité est tombée dans une embuscade. Des combattants sont sortis de nulle part. On s'est retrouvés nez à nez avec eux. J'ai entendu un coup de feu. J'ai été touché. J'ai essayé de courir. J'ai attrapé mon arme. Il y a eu un second coup de feu. Je suis tombé. Moi, j'ai rampé et j'ai pu me sortir de là. J'ai arraché une branche pour m'appuyer et j'ai marché. Je me suis évanoui. On m'a trouvé. La patrouille se poursuit. Nous arrivons à 4 km à peine des lignes ennemies. L'armée soudanaise est juste à côté. Ici, c'est notre dernière position avant Kormouk. Ils ne sont vraiment pas loin. La nuit, on les entend. On entend leurs voix, on entend leurs chiens et leurs chèvres qui bêlent. On entend même les poules.
Les combattants sont d'anciens soldats du SPLA, l'armée populaire de libération du Soudan qui défendait la cause sudiste avant l'indépendance. Tous ces soldats sont des fils du Nil bleu. C'était l'armée régulière qui s'est transformée en rébellion quand Omar el-Béchir a décidé de ne pas respecter l'accord de 2005. Et quand l'armée a vu comment il traitait les monts Nouba et le Nil bleu. Ces anciens soldats soudanais qui ont aidé leurs frères ou leurs cousins du Sud se sont retrouvés du mauvais côté lorsque le Sud-Soudan est devenu indépendant. Aujourd'hui, le Nil bleu est administré par le Nord et ils continuent leur combat contre Khartoum. Leur chef, c'est Malik Agar. Cet ancien ministre et ancien gouverneur du Nil bleu, destitué par Khartoum en septembre dernier, est la bête noire d'Omar el-Béchir, le président soudanais. Héros de la rébellion sudiste depuis 1984, il jouit d'une grande popularité qui lui a permis de regrouper les rébellions du Nil bleu, du Sud Kordofan et certaines factions darfouriennes au sein du Front révolutionnaire soudanais. Une armée de plus de 45 000 hommes qui a juré de renverser le régime arabe de Khartoum, qui ne laisse aucune place aux Noirs. Le président affirme que le Soudan est désormais arabe et musulman. Mais regarde-moi bien, je ne suis pas arabe. Musulman peut-être et fier de l'être, pourquoi pas. Mais en aucun cas je ne peux devenir arabe. On est prêt à prendre le pouvoir si on en a l'opportunité. Et on cherche cette opportunité. Pour atteindre son objectif, Malik Agar dispose d'un arsenal impressionnant. Cette base arrière est défendue par des tanks de fabrication russe. Il y a aussi des batteries anti-aériennes montées sur des camions et de l'artillerie. Des armes dont les combattants affirment s'être emparés au combat. On a mis la main sur les premiers chars en 98 à Wadaga, puis d'autres ici à Goufa, et enfin les derniers à Bounj. On ne les a pas achetés. Ces femmes sont venues se réfugier à côté du camp militaire. Elles chantent pour faire cesser la guerre. Nous sommes de Oura. Nous sommes venus comme ça, sans vêtements, sans rien. On n'a même pas pris une valise. J'ai rien. Nous sommes nus. On n'a pas d'eau. On n'a rien à manger. On ne peut même pas rentrer. Il y a le gouvernement là-bas. En 9 mois de guerre, des centaines de milliers de civils ont dû fuir les bombardements et les combats. Yabous est l'un des villages les plus touchés par les raids aériens. Amir nous montre l'hôpital qui a été détruit par l'aviation soudanaise. Omar el-Béchir vise les populations civiles. Et voici la preuve, il a détruit l'hôpital. C'était le seul hôpital où la population pouvait se soigner. Maintenant, il faut aller dans les pays voisins. Pour Amir, il y a un responsable. C'est Omar el-Béchir. Comme il le dit dans ses discours, il veut instaurer l'apartheid dans le Nil bleu. Il veut éradiquer nos racines. Il veut se débarrasser de nous, qu'il appelle les sacs noirs. Si c'est un vrai musulman, qu'il arrête ce qu'il est en train de nous faire. Avant la guerre, le marché de Yabous était l'un des plus importants du Nil bleu. Aujourd'hui, il est désert. Il n'y a que 2 magasins d'ouverts, dont celui de Marzouk. Le souk marchait très bien. Il était plein de gens qui travaillaient. Puis les avions sont venus. Tous les jours, ils bombardaient, 3 à 4 fois par jour. Des bombardements forts. Et les habitants ont fui dans la brousse. Nous avons tous fui dans la brousse. Marzouk nous emmène où sa famille s'est réfugiée. En chemin, il nous montre les cratères laissés par les Antonov de Khartoum. Quand ils se préparent à tirer, ça fait un grand bruit. Là, on sait qu'ils vont bombarder. Quand ils larguent les bombes, on entend... Et quand ils frappent, les gens fuient, courent. L'explosion te rend sourd. La famille de Marzouk s'est installée ici, à 1h30 de marche de Yabous. Ils vivent dans cette cabane de paille cachée sous les branchages. Ça fait 8 mois, jour pour jour qu'on est là. La vie est vraiment très difficile. Ce soir, ça fera 2 jours qu'on n'a pas mangé. Il n'y a vraiment plus rien à manger.
Des conditions de vie qui vont encore se dégrader avec l'arrivée de la saison des pluies qui va transformer le sol en bourbier. Il n'y a plus d'élevage, les cultures sont à l'arrêt. Dernière ressource pour acheter un peu de nourriture, les mines d'or. Les hommes descendent dans ces trous d'une quinzaine de mètres de profondeur et creusent la terre à main nue. Les accidents sont fréquents. Tu n'as pas peur que ça s'effondre? Comment ça, peur? De toute façon, j'ai pas le choix. Si je descends pas dans le trou, je trouverai rien. Si je descends pas, ma famille n'aura rien à manger. La terre recueillie est tamisée à la rivière. Des heures de travail dans l'espoir de trouver quelques milligrammes de précieuse poudre d'or. L'or est pesé, puis acheté par des marchands éthiopiens ou utilisé directement comme monnaie. Voilà ce qu'on trouve. Ce jeune s'est démené pendant près de 10 jours sous terre pour trouver cette petite quantité. Les gens ici sont pauvres. Ils n'ont pas de technique élaborée pour extraire l'or. Mais de l'or, il y en a. Ces familles n'ont d'autre choix que de risquer leur vie pour quelques milligrammes de poudre dorée. Le gouvernement soudanais a expulsé toutes les organisations humanitaires de l'État du Nil bleu. Le soleil se couche sur le camp des rebelles. La température baisse et les combattants s'entraînent. Certains ont à peine 14 ans, d'autres sont en tongs. En 9 mois de guerre au Nil bleu, le front n'a quasiment pas bougé. La situation est bloquée. La paix ne se fera pas sans Malik Agar et ses 45 000 combattants, qui comptent bien faire une place, au noir, dans le Soudan arabe d'Omar el-Béchir. Et avec nous en plateau, James André, de retour du Soudan. Bonjour James. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Reporter. Première question, pourquoi ces rebelles qui sont donc au Soudan ne vont-ils pas finalement vivre en paix dans le Sud-Soudan, cet État nouvellement créé? Écoutez, tout simplement parce qu'ils sont de cette zone-là. Ce sont, comme c'est dit d'ailleurs dans le reportage, des fils du Nil bleu. Et c'est comme ça qu'ils se considèrent. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient se déplacer. Puisque on est dans une situation, on a un gouvernement de Khartoum qui finalement est sectaire, qui veut imposer un État arabe. Et eh bien, ces gens-là sont noirs, africains, et ils considèrent qu'ils doivent avoir les mêmes droits, qu'ils doivent eux aussi pouvoir rester là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Il faut bien comprendre que c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'ethnies et de clans et de tribus qui sont le long de cette frontière, et que ces tribus-là sont là depuis toujours. Donc ils ne souhaitent pas partir pour l'instant et ils veulent vivre au Soudan du Nord, au Soudan, à la République du Soudan, et avoir les mêmes droits que les Arabes. Est-ce qu'on peut résumer ça à un conflit religieux ? Mais c'est ethnique et religieux. Alors effectivement, le Sud-Soudan est un pays plutôt chrétien, plutôt peuplé d'Africains noirs, alors que le Soudan du Nord est un pays à majorité arabe et musulmane. Mais par exemple, ces hommes qui se battent, la plupart sont musulmans. Donc ce sont des musulmans, mais qui disent, voilà, ce sont un petit peu les héritiers de John Garang. John Garang qui était donc le leader sud-soudanais, qui a mené la rébellion sud-soudanaise à l'époque de la guerre civile et qui disait, on veut un grand Soudan laïque dans lequel tout le monde ait sa place. Et c'est également ce que eux demandent. Alors s'il y a eu une période où effectivement John Garang a été, par exemple, vice-président du Soudan, ou Malik Agar, qu'on voit dans le sujet, a été ministre, mais ministre à Khartoum. Il y a eu des tentatives, mais à chaque fois, eh bien, ça a été un échec. Et aujourd'hui, donc, le pays est coupé en deux, mais il continue à militer pour avoir le droit de rester là et contre ce sectarisme qu'il dénonce de la part du gouvernement de Khartoum. Alors, un mot sur les conditions de vie difficiles de ces réfugiés, plusieurs dizaines de milliers obligés de fuir ces zones de combat, avec une inquiétude pour les organisations humanitaires. C'est l'arrivée de la saison des pluies qui va aggraver considérablement la situation.
Alors tout à fait, la saison des pluies va tout compliquer, parce qu'il faut savoir que c'est une saison des pluies qui est longue et que c'est des pluies qui sont extrêmement fortes dans cette partie du Soudan. Donc par exemple, l'endroit qu'on voit dans le sujet, où il y a ces petites cabanes en paille où les gens se sont réfugiés, eh bien ça va devenir un bourbier, c'est 30-40 cm de boue, les véhicules ne passent plus, on n'arrive plus à avoir accès à ces zones et on va se retrouver à vivre les pieds dans la boue, ce qui est extrêmement compliqué, déjà qu'ils sont dans le dénuement le plus total. Là, on voit des gens qui sont dans des cabanes, mais il y a des gens qui vivent dans des grottes, qui n'ont même pas d'abri. Et c'est également un problème pour les humanitaires qui, eux, se trouvent à l'extérieur, puisque le gouvernement soudanais a expulsé toutes les organisations humanitaires qui n'ont plus accès à cette partie du Nil bleu, ni non plus d'ailleurs au sud Kordofan, on a une situation un petit peu équivalente, et qui ont organisé des camps autour, donc en Éthiopie et au Soudan du Sud. Nous, on a vu les camps du Soudan du Sud et on a vu des humanitaires qui nous ont dit, en termes de logistique, c'est un cauchemar. Aujourd'hui, ils ont des problèmes d'eau, mais avec les pluies et les problèmes d'assainissement, eh bien, ils ont peur de voir, par exemple, des épidémies de choléra qui pourraient se développer. Et ils disent, on est en train de chercher de nouveaux sites qui soient en hauteur pour éviter de se retrouver à travailler et avec des dizaines de milliers de réfugiés dans un marécage. Merci beaucoup, James André, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.